Le soleil se lève le jour 1171 de la guerre russo-ukrainienne. Les gros titres sont dominés par la possibilité d'un cessez-le-feu imminent de 30 jours et débloquant les premières négociations directes entre l'Ukraine et la Russie depuis 2022. Les frappes de drones et de missiles à grande échelle et à longue portée continuent de trouver leurs cibles des deux côtés de la frontière. De nouveaux envois d'armes en Ukraine sont annoncés par les deux parties, dévoilant des armes nouvelles et innovantes. Avec tous les événements actuels, on oublie parfois cela. Sur les lignes de front, la guerre la plus sanglante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale fait rage sans merci. Dans des centaines de lieux le long de la ligne de front, qui s'étend sur plus de 1000 km, de la région de Kherson au sud à Tchernihiv au nord, des affrontements violents ont lieu quotidiennement, souvent jusqu'à la mort. Et bien que les Russes continuent lentement, inexorablement, à avancer kilomètre par kilomètre vers l'ouest, la défense ukrainienne obstinée parvient en grande partie à tenir à distance la machine à broyer russe. Jetons un coup d'œil à quelques succès ukrainiens récents dans les tranchées sur les lignes de front. Le 12e mai, des opérateurs des forces spéciales des forces armées ukrainiennes, ou Special Operation Force, ont éliminé un groupe d'assaut russe de 8 soldats lors d'une mission derrière les lignes ennemies. Le lieu précis de l'attaque n'a pas été indiqué. Lors d'une mission de reconnaissance spéciale au-delà de la ligne de front, les forces spéciales ukrainiennes ont repéré une unité d'assaut ennemie en mouvement. Le commandant a évalué la situation et ordonné une manœuvre tactique. L'équipe ukrainienne s'est alors déplacée silencieusement et rapidement vers une position plus avantageuse et a ouvert le feu, prenant l'unité russe par surprise. Après un bref mais intense échange de tirs, les coups de feu se sont tus dans la forêt. Les Russes ne ripostaient plus. L'équipe ukrainienne s'est rapidement avancée pour évaluer les dégâts qu'elle avait causés et a trouvé les 8 soldats russes morts. Il y a de la viande partout, comme le dit l'un des soldats ukrainiens dans la vidéo de la bataille. Après avoir sécurisé la zone et fouillé les corps ou ce qu'il en restait, l'unité spéciale Operation Force, qui n'a subi aucune perte elle-même, a repris sa mission de reconnaissance dans la zone opérationnelle. Quelques jours plus tôt, le 8 mai, les opérateurs Special Operation Force ont également signalé la capture de 6 soldats russes lors d'une autre incursion derrière les lignes ennemies. L'emplacement précis n'a pas été mentionné à nouveau. Selon le commandement Special Operations Force, les opérateurs Special Operations Force, vêtus de leur tenue de camouflage spécial, se sont approchés furtivement et silencieusement de la position de l'unité russe, puis ont ouvert le feu. Les Russes, pris au dépourvu par l'attaque surprise, se sont repliés dans un abri après un bref échange de tirs, désorientés et confus. Les opérateurs Special Operations Force ont ensuite pris l'initiative et se sont précipités vers l'abri, qui était maintenant sécurisé, sans aucune chance pour les soldats russes de s'échapper. Ils ont dit aux Russes que l'abri était sous leur contrôle total, que toute résistance supplémentaire était inutile et qu'ils devraient déposer leurs armes et sortir de l'abri un par un. Les Russes ont choisi la vie et ont obéi. Ils sont probablement maintenant détenus dans un centre de prisonniers de guerre ukrainien, espérant faire partie du prochain échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Nous en reparlerons. Le 11 mai, la 33e brigade mécanisée ukrainienne a partagé des images d'un incident similaire où des soldats russes ont été capturés de la même manière. Dans cet incident, qui a eu lieu en juin 2024, le sergent-chef d'un peloton de missiles anti-chars a capturé à lui seul 4 soldats russes. Comme décrit par un soldat de la brigade avec le nom de Code Bars, un drone a repéré le convoi qui approchait, et les gars nous ont prévenus. Nous avons préparé toutes nos armes anti-chars, dont des roquettes anti-chars et de nombreux lanceurs à usage unique. Nous avions tout préparé. Quand ils se sont rapprochés, nous avons ouvert le feu sur le char et l'infanterie. Un groupe armé de drones, lance-grenades et mitrailleuses lourdes a intercepté leur convoi. Certains d'entre eux ont fait demi-tour et ont fui, et d'autres ont été soufflés par ceux qui étaient déjà en place. De nombreux véhicules ont fait demi-tour et se sont retirés. Nous avons commencé à tirer de plusieurs directions, malgré le carnage infligé aux Russes. Un char est parvenu jusqu'à la lisière de la forêt où se trouvaient des soldats ukrainiens, et a débarqué 6 soldats russes. Comme le rappelle Andriy Lyuskevets, sergent-chef du peloton missile anti-char guidé avec l'indicatif Snickers, l'un d'eux a pris une position défensive face à nous avec une mitrailleuse PKM ou Kalachnikov. Il a tenté de tirer sans succès. Un drone first-person view l'a alors touché. Un autre a essayé de s'enfuir. Cela n'a pas non plus fonctionné. Les 4 soldats russes restants se sont cachés dans un abri où ils ont passé la nuit à se terrer, tandis que les forces ukrainiennes frappaient à plusieurs reprises la position avec des mortiers et des drones d'attaque. L'ordre initial était de les éliminer, mais Snickers a convaincu le commandant qu'ils pouvaient être faits prisonniers. D'abord, je pensais à nos gars emprisonnés en Russie. Nous devons échanger les Snickers, comment ont-ils fait capituler les Russes ? D'abord, les Ukrainiens ont envoyé un drone Marvik avec une charge utile largable. Lorsque les Russes
ont entendu le drone approcher. Ils se sont vite réfugiés dans un abri, permettant à Sneakers de s'approcher de leur position sans résistance. Après quelques tirs de sommation, il a convaincu les envahisseurs de se rendre. Pour son courage et son ingéniosité, Sneakers a reçu l'ordre du courage 3e classe. Malheureusement, il a été tué plus tard la même année lors d'une mission de combat. On ne sait pas si les soldats russes capturés faisaient comme partie des centaines de soldats échangés entre l'Ukraine et la Russie jusqu'à présent. Le 4 octobre 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété l'interdiction de négocier avec le président russe Vladimir Poutine. Le décret semble contredire la promesse de Zelensky de visiter Istanbul en mai. 15 discuter directement avec Poutine d'un potentiel cessez-le-feu. Cependant, le décret a permis la poursuite des négociations très médiatisées avec Moscou sur le plan technique. Sur des sujets comme l'accord sur le grain de la mer Noire, le statut de la centrale nucléaire de Zaporojié, occupée par les Russes, et l'échange de prisonniers de guerre. Et avec l'aide des Émirats arabes unis en tant que médiateurs, plusieurs échanges de prisonniers de guerre ont eu lieu. La majorité des échanges s'est déroulée selon un format 1 pour 1. Pour chaque prisonnier de guerre ukrainien libéré, un prisonnier de guerre russe était relâché. Au total, il y a eu 64 de ces échanges depuis le début de la guerre, libérant un total de 4 757 Ukrainiens, principalement des soldats y capturés. 5 échanges ont déjà eu lieu en 2025, le plus récent le 6 mai, voyant 205 prisonniers de chaque côté rentrer chez eux. Dans cet échange le plus récent, les prisonniers libérés incluaient des représentants de toutes les divisions des forces armées ukrainiennes, dont la marine, l'armée de l'air, les forces d'assaut aérien, la défense territoriale, la garde nationale et les gardes frontières. Selon Zelensky, ils incluaient les défenseurs de Mariupol et de tout le front. Ils étaient dispersés dans de nombreuses régions russes, emprisonnés dans le système carcéral dans le seul but de se moquer et de détruire l'humanité. L'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont signalé des abus généralisés envers les prisonniers de guerre, particulièrement du côté russe. Mais au moins, ces prisonniers qui n'ont pas été systématiquement torturés à mort ou alignés contre un mur et abattus de sang-froid ont une chance de rentrer chez eux. On ne peut pas en dire autant pour les étrangers capturés en combattant pour l'ennemi. Le 3 mai, les forces de défense ukrainiennes ont annoncé la capture de mercenaires togolais. Le ministère des Affaires étrangères du Togo a confirmé la capture de ressortissants togolais, sans préciser leur nombre exact. Selon sa déclaration, il s'agit principalement de jeunes voulant étudier en Russie grâce à des bourses d'études. Cet événement survient après l'annonce du 23 avril sur la capture d'un mercenaire sénégalais, pays voisin d'Afrique de l'Ouest. L'homme a été capturé par le 49e bataillon d'assaut séparé carpathian SICH lors d'opérations de combat près de Turetsk. Il aurait été détenu sans résistance par 2 soldats du bataillon et avait des blessures mineures à la jambe gauche, qu'il a dit avoir été causées par une frappe de drone ukrainien. Il a dit avoir étudié 2 ans en Russie et qu'il prévoyait d'émigrer en Allemagne. Il a dit avoir trouvé quelqu'un proposant de l'aider à traverser l'Ukraine, affirmant qu'il est facile d'atteindre l'Europe depuis là-bas. La présence de mercenaires africains dans les rangs russes n'est pas une surprise totale. L'année dernière, des rapports mentionnaient qu'une unité russe recrutait des mercenaires dans plusieurs pays africains, dont le Rwanda, le Burundi, le Congo et l'Ouganda. On promettrait aux recrues un salaire mensuel de 2200 $, une assurance santé et la citoyenneté russe pour eux-mêmes et leurs familles. L'Ukraine offrirait à sa force de mercenaires, qu'elle appelle comme les Russes des volontaires, plus d'argent entre 3000 $ et 5000 $. Cependant, peu importe le montant du paiement, les mercenaires ou volontaires qui se battent pour de l'argent ne peuvent s'attendre qu'à une faible protection en vertu du droit local ou international. Selon la Convention de Genève, les mercenaires capturés ne bénéficient pas des mêmes droits et traitements que les ressortissants des nations en guerre. Pour ces combattants, et les milliers d'autres venus du monde entier, luttant des 2 côtés, il pourrait parfois être préférable d'être tué immédiatement plutôt que capturé. Un homme qui n'a pas eu le choix car il a été tué sur le coup était Abdulaziz Shikabidov, dont les funérailles ont eu lieu le 6 mai à Moscou. Shikabidov, un colonel russe du Daghestan, nommé par Poutine le 10 mars à la tête de la 76e division d'assaut aérien de la garde Peskov, a été tué en Ukraine récemment. Son décès, publiquement pleuré au Daghestan, surtout dans les écoles, montre que l'Ukraine peut toujours éliminer le commandement militaire russe. En avril, Poutine avait publiquement loué la division Peskov, soulignant ses succès quotidiens sur les lignes de front. Il reste à voir qui remplacera Shikabidov et combien de temps ils dureront. Les Russes espèrent que le prochain durera plus longtemps que Shikabidov, ou le groupe mécanisé russe repoussé par la 3e brigade opérationnelle de la garde nationale d'Ukraine le 12 mai. Près du village de Novosaïvka, dans la région de Donetsk, à environ 5 km, à l'ouest de Pokrovsk.
Les Russes ont attaqué avec des véhicules de combat d'infanterie. Véhicules de combat d'infanterie. Les groupes d'assaut étaient censés débarquer des véhicules de combat d'infanterie près des positions des défenseurs ukrainiens. Cependant, le groupe d'assaut a été repéré par la 3e brigade opérationnelle, qui a ouvert le feu avec des Stagnapés, frappant les blindés russes sur les flancs. Des drones First Person View ont été utilisés des deux côtés, détruisant notamment un soldat russe caché sous un BMP-3 endommagé. Un drone bombardier Vampire a ensuite éliminé les restes de l'infanterie et de l'équipement russe. Les Russes, bloqués dans leur assaut sur Pokrovsk au sud et à l'est, tentent d'avancer vers l'ouest en direction de Novo-Azivka. L'idée semble être de contourner la ville et de perturber les voies logistiques, qui acheminent des armes et des fournitures aux importantes forces ukrainiennes qui la défendent. Ils ont déployé d'importantes forces dans cette direction, dans le but de chasser les défenseurs ukrainiens, les forçant ainsi à envoyer des renforts depuis la ville de Pokrovsk, affaiblissant ses défenses. Plus au nord, le service de presse de la 13e brigade Kartya de la garde nationale d'Ukraine a annoncé le 8 mai qu'elle avait réussi à libérer une zone forestière au nord de Lipsy dans la région de Kharkiv. Avec un timing superbe, la libération de cette zone, que les Russes à Spapopo avaient appelée Berlin, a été annoncée à l'occasion du 80e anniversaire de la chute du régime nazi. Berlin a donc été libérée une nouvelle fois, cette fois-ci de la Russie. L'opération, menée avec d'autres unités des forces de défense ukrainiennes, dont la 92e brigade d'assaut Ivan Sirko, a duré plus de 5 mois. Au total, environ 200 hectares de territoire tactiquement significatifs ont été libérés à un coût total pour les Russes de près de 1000. 500 soldats tués ou blessés, plus de 200 unités d'armement et 175 pièces d'équipement. C'est la 3e fois que la 13e brigade Cartier est fortement impliquée dans la chasse aux Russes hors de la région de Kharkiv. Au printemps de 2022, Katia a participé à la contre-offensive ukrainienne de Kharkiv et a joué un rôle déterminant dans le retrait des envahisseurs russes au-delà de la frontière de l'État. En mars 2023, Katia a intégré la garde nationale d'Ukraine, devenant le noyau de la 13e brigade opérationnelle et rejoignant la garde de l'offensive. La brigade a ensuite acquis de l'expérience de combat dans le secteur de Svatova, la forêt de Serebriansky, Ocheretina et Bakhmut. En juin 2024, la 13e brigade Katia a joué un rôle crucial dans la défense de Kharkiv, prenant part aux batailles de Volchansk. Alors que l'Ukraine a stoppé la nouvelle offensive de la Russie dans la région. Et maintenant, ils ont libéré Berlin. Pendant ce temps, de violents combats se poursuivent vers Liman-Siversky, où l'offensive russe pour capturer cette zone une 3e fois s'intensifie. Après avoir capturé la plupart des villes de Chazovia et Turetsk à l'est, le 3 mai, la 10e brigade d'assaut de Montagnes Séparées a annoncé avoir repoussé une attaque russe avec des véhicules civils dans la direction de Siversky. C'est la 2e fois en 15 jours que ce type d'attaque a été repoussé. Les Russes ont attaqué avec des véhicules commerciaux russes, modifiés, équipés d'une protection anti-drone, sans porte ni coffre. L'intention derrière l'utilisation de ces véhicules semble être la rapidité, une tentative d'atteindre les positions ukrainiennes le plus rapidement possible pour débarquer les troupes d'infanterie. Cependant, pour la 2e fois consécutive, l'attaque a échoué. La reconnaissance aérienne a repéré les véhicules se dirigeant vers les positions ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont ensuite utilisé des drones First Person View pour cibler avec précision les véhicules en progression. Le chaos a contraint les soldats russes à se disperser, permettant aux troupes ukrainiennes de les éliminer. En fin de compte, les Russes ont perdu 12 voitures et une moto qui ouvrait la marche du convoi en éclaireur. Ils ont échoué à atteindre les positions ukrainiennes, subissant des pertes humaines importantes. Cela fait suite à une attaque russe similaire près de Bohotia, annoncée le 27 avril avec un résultat comparable. Lors de cet événement, le groupe stratégique opérationnel Kortitsia, appuyé par des unités, a anéanti l'assaut russe. Les Russes ont déployé 18 motos et 10 véhicules, également équipés de protection anti-drone, qui ont tenté de traverser les champs et d'approcher les positions ukrainiennes. Une fois de plus, un drone de reconnaissance a repéré leur progression, permettant à l'artillerie ukrainienne de les cibler avec des munitions à fragmentation alors qu'ils étaient en mouvement. Une autre partie des forces d'assaut s'est abritée dans la forêt proche, où, en coordination avec le commandement des brigades, elle a infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Sur les 18 motos impliquées dans l'assaut, 15 ont été détruites, ainsi que 9 des 10 véhicules civils équipés de protection anti-drone. Environ 40 soldats russes auraient été tués lors de l'opération. Après des semaines de résistance acharnée à un assaut implacable des Russes sur le lieu stratégiquement important de Bohatyr, il semble que la bataille pourrait enfin se terminer en faveur de la Russie, bien qu'à un coût extrêmement élevé. Mais dans la région de Zaporijjia, où les Russes préparent visiblement une autre offensive majeure, les défenses ukrainiennes semblent tenir leur position plutôt confortablement. Par conséquent, les pertes russes en hommes et en équipement augmentent. Le 12e mai,
le commandement opérationnel du Sud a signalé qu'un autre système de missiles solaires russes Buk avait été neutralisé par une frappe de drone près de la localité de Verkhnitomak. Lors de la frappe, cette variante du Buk M1 n'était probablement pas en position de combat, permettant sa détection et sa destruction réussie. La Russie déploie activement le système de défense aérienne Buk M1 en première ligne. Lorsque le Buk M1 a été touché, il n'était équipé que d'un seul missile, suggérant une utilisation récente. Après un tir précis, les munitions ont explosé, déclenchant un incendie qui a détruit complètement le lanceur. Ces derniers mois, l'Ukraine a détruit un nombre croissant de systèmes de défense aérienne, Buk russes. Cela inclut à la fois les variantes standards M1 et M2, ainsi que la toute dernière version M3, qui est capable de transporter 6 à 12. 9 M3 117 missiles. Selon les données d'Oryx, les forces de défense ukrainiennes ont détruit ou endommagé plus de 40 systèmes Buk depuis le début de la guerre, ainsi que 23, 9A, 316 véhicules de transport et de chargement, et 39A, 31, 7M, véhicules de tir autopropulsés. Il y a un mois, les opérateurs des forces de systèmes sans pilote ukrainiens et les parachutistes ont identifié et frappé 3 systèmes de défense aérienne, Buk, de différentes modifications dans la région de Koursk en 12 heures. Les unités du 413e bataillon, séparées de systèmes sans pilote, recherche, assistance, intervention, dissuasion, avec le 3e détachement, consolidé de systèmes aériens, sans pilote, Jamil, du 78e, régiment d'assaut aérien. Des équipages d'experts de drones First Person View ont réussi à désactiver un lanceur Buk M2, déguisé dans une ceinture forestière en frappant le compartiment du conducteur. Ils ont ensuite frappé un conteneur Buk M1 transportant un missile anti-aérien, avec un deuxième drone, détruisant complètement le véhicule dans l'explosion. Finalement, pour balayer complètement les 3 variantes de Buk, le 413e bataillon a frappé 2 lanceurs Buk M3, endommageant leurs radars. Bien que les véhicules soient intacts, les radars endommagés les rendront inutilisables jusqu'à leur réparation. Au total, depuis le début de l'année, en plus des systèmes BUK mentionnés précédemment, les forces de défense ukrainiennes ont également détruit ou endommagé 3 systèmes Strela 10, ainsi qu'un système OSA-AKM et un système Tor M2. Malgré les pourparlers de cessez-le-feu et de paix, la bataille fait rage avec acharnement sur terre et dans les airs. Les événements actuels sur le champ de bataille montrent que les forces de défense ukrainiennes demeurent puissantes et ingénieuses. Elles continueront à défendre leur patrie avec bravoure aussi longtemps que nécessaire. Mais qu'en pensez-vous? Laquelle des opérations dont nous avons discuté dans cette vidéo vous impressionne le plus? Avec l'arrivée imminente de grands nouveaux lots d'armes de l'OTAN, l'Ukraine passera-t-elle à l'offensive et commencera-t-elle à repousser la Russie? Si oui, quelles zones devraient-ils prioriser? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci comme toujours de regarder. Découvrez maintenant l'armée de l'ombre ukrainienne, la plus redoutée de Poutine, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.